Avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous inviter à vous abonner, ainsi qu'à le liker, commenter et partager. Sur ce, bonne vidéo. Les exoplanètes. Des mondes lointains, dont les mystères et les surprises ne cessent de se dévoiler de plus en plus vite. Des mondes qui sont à la croisée des chemins entre la diversité de notre univers et notre imagination. Mais comment connaît-on ces mondes? Quelle est leur histoire? Quels sont ces instruments de l'extrême qui nous permettent d'ouvrir une fenêtre sur l'univers? Notre bonne vieille Terre peut-elle avoir une jumelle habitable? En quoi ces mondes sont-ils à la fois similaires et différents de ceux que nous connaissons? C'est justement ce que vous allez découvrir dans cette série. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle histoire d'exoplanètes. Quand une exoplanète est découverte, on entend très souvent dire que celle-ci est une super-Terre. Le problème, c'est que l'appellation super-Terre est très souvent mal comprise et mal interprétée. D'ailleurs, il est à noter qu'il ne faut pas non plus les confondre avec les exoplanètes superhabitables. Ayant déjà fait un épisode sur le sujet, je ne vais pas trop m'y attarder, mais pour ceux qui n'auraient pas envie de quitter la vidéo pour pouvoir la comprendre, retenez simplement ceci. Le terme superhabitable désigne une planète qui présente de meilleures conditions au développement ou au maintien de la vie sur le long terme que celle que l'on retrouve sur Terre. Cela peut être dû à une étoile dont la durée de vie sera plus longue, à une meilleure atmosphère, à un volcanisme plus intense qui engendre un meilleur renouvellement de celle-ci, et bien d'autres choses. Cependant, une exoplanète superhabitable réunira, généralement, plusieurs de ces conditions. Ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet et voir ce qu'est une super-Terre. Le problème, c'est que le terme super-Terre est un terme un peu fourre-tout, mais je vais y revenir. Généralement, une super-Terre sera une planète d'une masse supérieure à celle de la Terre, environ 3 fois, mais également en dessous de celle d'Uranus et de Neptune, de respectivement 14 et 17 fois la masse de notre chère planète bleue. Et là, avant même que je ne commence à parler de certains de ces mondes, qui vont vous plaire je pense, vous voyez peut-être déjà le problème venir. La classe des super-Terres désigne une vaste gamme d'objets, dont certains ne sont peut-être même pas des planètes telluriques, comme la Terre, mais de petites planètes gazeuses. Une fois que l'on sait ça, on comprend tout de suite que les super-Terres sont en fait un vaste catalogue de mondes, et qu'il est quasiment impossible, et un peu inutile aussi, d'essayer de les définir de façon stricte. Je vais, cependant, essayer de vous donner un aperçu de la diversité de ces mondes en vous proposant d'en explorer quelques-uns. Comme, à part leur masse comprise entre 3 et 14 fois celle de la Terre, et il n'y a pas grand-chose qui les relie entre elles, en prendre quelques échantillons sera, je pense, plus constructif. D'autant que ce ne sont pas les super-Terres qui manquent dans l'univers. Même si ce n'est pas systématique, beaucoup de systèmes planétaires semblent en avoir au moins une. Dans ce domaine aussi, notre système solaire semble, encore une fois, faire exception. Aucune des planètes telluriques, à savoir Mercure, Vénus, la Terre et Mars, ni aucune des planètes gazeuses comme Uranus, Neptune, Jupiter ou Saturne ne sont qualifiables de super-Terre. Faut-il, pour autant, se dire qu'il n'en existe donc aucune dans notre système solaire? Malheureusement, ça, personne ne peut le dire. Quoique, si elle existe, ce qui reste à prouver, la planète 9 pourrait, elle, en être une. Si la planète 9 reste sujette à beaucoup de suppositions et de discussions, cette planète pourrait avoir une masse d'environ 5 masses terrestres, ce qui ferait immédiatement d'elle une super-Terre. Je ne vais, cependant, pas parler plus longtemps de la planète 9. À elle seule, elle mériterait une vidéo entière, ce qui arrivera d'ailleurs sûrement un jour. Pour en revenir aux super-Terres, les premières planètes de ce genre seront découvertes en 1992 autour du pulsar PSR B1257+12.
Si ce doux et mélodieux petit nom vous dit quelque chose, c'est normal. C'est en effet autour de ce pulsar, situé à 2300 années-lumière de nous, que seront découvertes les premières exoplanètes en 1992. Ces deux planètes, nommées Poltergeist et Phobetor, font toutes deux une masse d'environ 4 fois et demi celle de la Terre, bien trop petite pour être des géantes gazeuses, mais bien trop lourdes pour être des terres. Pour en découvrir une autour d'une étoile plus classique, une naine rouge dans ce cas-ci, il faudra attendre 2005. Gliese 876d, c'est son petit nom, est une planète d'environ 7 fois et demi la masse de la Terre. Cette planète est la troisième du système Gliese 876, située à seulement 15 années-lumière de la Terre. Le système est composé de 4 planètes, à savoir les planètes Gliese 876d, C, B et E. Dans cet ordre, oui. Les planètes B et C ayant été découvertes en première, puis D et E. Ainsi, l'ordre de leur nom ne correspond pas à leur ordre autour de leur étoile. Mais cependant, des 3 sœurs de Gliese 876d, aucune n'est une super-Terre. Leur masse va de celle d'Uranus à 2,2 fois celle de Jupiter. Gliese 876d étant la planète la plus proche de son étoile, la température de surface est estimée à plus de 150 degrés Celsius. L'endroit idéal, donc, pour cuire des bananes. Mais pas pour les y faire pousser. Pour faire pousser des bananes, bien que je doute qu'elles survivent avec une gravité de plusieurs fois celle de la Terre, l'idéal serait plutôt de rechercher une planète qui présente de meilleures conditions. Le problème, c'est que des planètes d'une masse d'entre 3 et 10 masses terrestres vont voir leur gravité multipliée par autant. Cela veut dire que les conditions de développement de la vie seront bien plus dures, mais également que l'atmosphère risque d'être bien plus épaisse. Or, en fonction de sa composition, cette atmosphère peut être une bénédiction comme une malédiction pour la planète qui en hérite. En fonction de sa composition, si celle-ci n'engendre pas trop d'effets de serre, elle peut être une excellente protection contre les rayons ultraviolets de son étoile, qui ne sont pas géniaux pour la vie telle que nous la connaissons. Mais elle peut aussi réchauffer la planète à tel point qu'elle en serait transformée en Vénus géante. Mais une planète plus massive peut aussi vouloir dire un noyau plus dense et plus chaud, et donc un champ magnétique plus intense. Ainsi, l'atmosphère de la planète peut s'en retrouver mieux protégée contre les colères de son étoile, qui l'érode au fil du temps. Exactement comme ce qui est arrivé à Mars, qui a perdu son champ magnétique et une grande partie de son atmosphère. Mais une super-Terre aurait également un autre désavantage pour une vie située à sa surface. Si cette vie devient suffisamment développée pour lancer une mission comme Apollo, sur une super-Terre d'une dizaine de masses terrestres, il faudrait un lanceur de 440 000 tonnes. Pour rappel, la Saturne V qui lança Apollo 11 n'en faisait que 3038. On comprend, dès lors, que lancer ne serait-ce qu'un petit satellite en orbite basse pourrait être un défi quasiment impossible à relever pour une civilisation semblable à la nôtre. Les matériaux choisis seraient soumis à de telles conditions de pression qu'il est quasiment impossible d'envisager de lancer quoi que ce soit. On peut, bien sûr, s'imaginer lancer des hybrides ballons-fusées, comme on en développe sur Terre, mais même dans ce scénario, les dimensions et quantités de matériaux requis limiteraient grandement les possibilités. Mais il ne faudrait pas non plus imaginer les super-terres inhabitables. Plus d'une ont déjà été découvertes dans la zone habitable de leur étoile. Il suffit de voir la régularité avec laquelle les médias grand public annoncent la découverte d'une Terre géante habitable. La première candidate au titre de super-Terre habitable, c'est Gliese 581c, découverte en 2007. Elle est, d'ailleurs, la première exoplanète potentiellement habitable découverte. Gliese 581c orbite autour d'une petite naine rouge à une vingtaine d'années-lumière d'ici. Si la planète, qui se situe dans la zone habitable de son étoile, a longtemps été perçue comme potentiellement habitable, celle-ci pourrait, malheureusement, présenter toujours la même face à son étoile, ce qui, vous vous en doutez, la rendrait très difficilement habitable.
Mais ce verrouillage reste cependant une supposition et il est malheureusement impossible d'en savoir plus. Toutefois, il y a fort à parier qu'il existe dans notre univers des super-terres habitables. Celles-ci sont, en revanche, bien plus rares que les planètes telluriques normales. Malheureusement, les super-terres ne semblent finalement avoir de super que le nom. Si elles sont fortement fantasmées par les médias, le terme super-terre suffisant parfois pour parler d'habitabilité, la réalité est, malheureusement, bien plus dure. C'est donc sur ceci que va se clôturer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.